Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel point lecture de tous les titres lus tout au long du mois de mai. Un mois de mai où j'ai lu assez peu, on va dire, puisque je n'ai lu que 6 romans. Mais parmi ces 6 romans, on a de la pavasse, on a de la briquette. Donc franchement, je suis quand même malgré tout assez contente de ce que j'ai lu. Et là, pour le coup, on est sur 100% SFFF, fantasy et SF. Voilà, il n'y a rien d'autre, pas de contemporain, pas de thriller, pas d'historique, rien que de l'imaginaire ce mois-ci. J'ai démarré par une lecture commune puisque j'ai lu le tome 5 de la Guilde des Ombres de Anatrice publié chez Pocket. C'est donc la première partie du 3e et dernier tome de la Guilde. Si jamais vous ne me suivez pas, vous vivez dans une grotte, vous ne connaissez pas la Guilde des Ombres, la Guilde c'est tout simplement l'histoire de Panama. Au début du tome 1, on la rencontre, elle c'est une petite fille. Elle a un pouvoir assez incroyable, notamment pour une humaine, le don de mort, et elle va être recrutée par un groupe d'assassins. Dans cet univers, cet assassin s'appelle la Guilde, ce clan d'assassins s'appelle la Guilde des Ombres. On est dans un univers de fantasy. Vous vous doutez qu'au tome 5, surtout sur des briquettes comme ça, puisque là on est sur 800 pages, il s'est passé énormément de choses. On est dans un univers de fantasy qui est vraiment très très riche, très développé je trouve, avec beaucoup de complots, de manipulations, de choses comme ça. C'est, donc je suis au 5e tome, c'est l'avant-dernier tome. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est un excellent tome. Franchement, si le tome d'avant avait peut-être été celui que j'avais le moins aimé, peut-être celui-ci, franchement, j'ai adoré. L'autrice, c'est valable depuis le début d'ailleurs, elle a vraiment... elle est très très douée, on va dire, pour alterner les scènes d'action, de complot, de révélation, tout en développant les relations entre ces personnages principaux, mais pas que. On est attaché à un certain nombre de personnages de cette histoire. C'est une autrice également sans pitié, elle n'épargne personne, ni ses personnages, ni le lecteur. Ne vous attachez à personne dans cette histoire. J'ai eu peur et j'ai toujours peur pour certains personnages. J'ai peur qu'elle ne les fasse pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est très dynamique, c'est très facile à lire. Alors certes, il y a un univers de fantasy qui est présent, qui est quand même plutôt bien développé, mais je trouve que l'autrice, elle ne nous en donne pas trop par rapport à cet univers et on est vraiment très bien dedans. En plus, avec Dorian, clairement, on a lu quasiment un tome tous les mois depuis janvier, à peu de choses près. Donc pour nous, on a vraiment tout en tête, les enjeux, etc. Donc vraiment, et moi je peux que vous recommander de lire quand même dans un délai raisonnable, c'est de la fantasy, je dirais dark fantasy, clairement. Là, plus on avance, c'est de plus en plus dark. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le 6e tome, je peux vous dire que c'est dark à fond, vraiment. Donc là, on est vraiment dans ça aussi. C'est ultra addictif, c'est bien mené, il y a du suspense, il y a de l'intelligence, il y a de la dénonciation d'un certain nombre de choses. Il y a des personnages attachants, il y a une faune family qui est vraiment très très agréable. Spécial dédicace à Ménos, le nain de cette histoire que j'adore. Il y a des relations qui se créent, il y a quelques scènes de smut que moi je trouve sans aucun intérêt. Donc clairement, quand elles arrivent, je les passe, je ne les lis pas. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert absolument pas à l'histoire, donc je ne les lis pas. Il n'y en a pas trop, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas trop. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas eu de tome vraiment coup de cœur, mais voilà, pour moi, c'est une saga coup de cœur que je relirai. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, si vous aimez la fantasy, la dark fantasy, allez-y. Si vous survivez au tome 2, vous allez kiffer jusqu'au bout. Voilà. Ceux qui savent, savent. Voilà. Ensuite, j'ai lu de la science-fiction, puisque j'ai lu Un océan de rouille de C. Robert Cargill, publié chez Albin Michel Imaginaire, avec cette très très jolie couve d'Aurélien Polis. Je vérifie en même temps. Ah mais non, pas du tout. Design graphique, couverture, Luc Doligez. Doligé, je sais pas. Mais j'adore cette couve. Vraiment, je la trouve sublime. Ici, on est dans le futur. C'est donc de la SF. Un futur dans lequel les êtres humains ont complètement disparu. Il ne reste plus que des robots et des énormes intelligences artificielles qui gèrent tout ce petit monde. Et ces intelligences artificielles, elles essaient de récupérer l'esprit des robots qui essaient de survivre avec un comportement très humain finalement. Ici, on est dans un roman qui, je trouve, est un mélange de Mad Max et Terminator avec ce robot. Est-ce qu'on a le nom de ce robot? Parce que moi, je l'ai oublié. Fragile.
C'est même une robot fragile qui va essayer de fuir quelque chose, qui va essayer de survivre dans cet univers où il n'y a pas d'espoir finalement, où tout est détruit. Mais je trouve que si on oublie que c'est des robots, parce que d'ailleurs à la lecture, je l'ai oublié à plusieurs reprises, on est sur un post-apocalyptique qui est finalement assez classique dans le déroulé. Et on a des thématiques de robots qui pourraient presque être aussi des thématiques humaines. Donc on a les thématiques de robots qui sont assez classiques finalement. Qu'est-ce qui définit l'être humain en fait? Est-ce que moi, robot qui est une conscience qui s'est éveillée, est-ce que je suis humain ou pas? Est-ce que finalement, nous les robots, on était mieux que les humains? Est-ce qu'on est pire? Est-ce qu'on est pareil? Je vous laisserai lire le roman et vous faire votre propre idée. Est-ce qu'on n'aurait pas pu cohabiter, robots et humains? Encore une fois, on se rend compte que finalement, la peur, la méconnaissance, c'est finalement ce qui détruit les gens, l'humanité et les robots de manière générale. C'est un titre qui a beaucoup d'action, c'est extrêmement dynamique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Alors, je vous en dis pas trop en dehors de speech de départ parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure, c'est-à-dire notamment comment l'humanité a disparu, comment les robots en sont arrivés là où ils sont, vous allez le savoir au fur et à mesure. Et je trouve ça bien aussi de le découvrir parce que moi, je savais pas plus, mis à part que c'était un espèce de Terminator. En gros, c'était ce que j'en avais comme info. Et je confirme, il y a un côté Terminator avec forcément les êtres humains qui ont disparu et uniquement les robots qui survivent, tout type de robots d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai été très touchée par Fragile, mais pas que, par d'autres robots aussi qu'on va rencontrer dans cette histoire. Et comme je vous dis, finalement, on arrive à oublier qu'on lit une histoire de robots et penser que et on les envisage comme des êtres humains. C'était assez intéressant et même déstabilisant par moments, mais c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et comme je l'ai beaucoup aimé et que cette année, j'ai décidé de ne pas faire languir mes sagas, j'ai enchaîné avec le préquel, on va dire, qui s'appelle Jour Zéro, de C. Robert Cargill, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Et la couve est toujours de Luc Doliger, et je l'aime toujours beaucoup. Je préfère celle d'Océan de Rouille, mais celle-là est très sympa. Ici, on va être avant l'apocalypse, en fait. Comme j'ai dit, c'est un préquel, et on va suivre principalement Opie. Opie, c'est un robot qui est un tigre peluche anthropomorphe et dont le travail au quotidien est de s'occuper d'un petit garçon. C'est un robot nounou et le petit garçon, il a 8 ans. Et donc, alors, on va ici faire référence à un événement qui est évoqué dans Un océan de rouille et on va vivre vraiment ce qui se passe pendant cet événement. Donc, c'est un tout petit peu avant on va dire la fin de l'humanité. On va suivre ce robot qui est donc attaché à son humain, mais également d'autres robots, puisque eux, finalement, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la différence entre le conditionnement qu'ils ont reçu, puisque c'est un robot anthropomorphe, c'est un robot nounou, donc son job, c'est de s'occuper d'un enfant, et finalement, donc ce qui a été installé dans son cerveau, et la part de, finalement, c'est sa conscience qui s'est éveillée et lui-même s'est attaché à cette famille, il s'est attaché à cet enfant, il s'est attaché à d'autres choses aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi, cette dualité, savoir finalement quelle était la part de l'humanité qui s'est éveillée à l'intérieur de ces robots. Et c'était très intéressant. J'ai un petit peu moins aimé qu'un océan de rouille, parce que dans Un océan de rouille, ce que j'avais aimé, c'est vraiment le mélange Terminator-Mad Max. Ici, on est dans une espèce de course-poursuite avec Opie et son humain, dans un objectif précis, bien évidemment, dans un événement précis qui arrive. Je ne veux pas vous dire quoi exactement, c'est volontaire, mais la lecture était extrêmement cool, très addictive, très agréable à lire. Moi, je vous recommande de le lire vraiment après Un océan de rouille, parce qu'il y a l'événement qui est évoqué ici. On vous explique pas, en fait, quelle est son importance, quelles vont être ses conséquences, etc. Alors que une fois que vous avez lu Un océan de rouille, vous savez très bien quelles vont être les conséquences de cette et de ces événements même. Ici, il y a un certain nombre de choses qui sont... Dans Un océan de rouille, il y a même une partie de ces événements qui vous sont expliqués, détaillés. Vous voyez que même les robots, ils ne sont pas toujours aussi parfaits qu'ils pourraient l'être, on va dire ça comme ça. Donc ici, vous ne l'avez pas. Ici, vous êtes vraiment au tout début, en fait, de la révolte des machines, on va dire. Et moi, je trouve que c'est mieux de le lire après Un océan de rouille. D'ailleurs, l'auteur l'a écrit après, même s'il se passe avant. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent lire l'histoire dans l'ordre dans lequel elle se déroule. Moi, je préfère le lire dans l'ordre dans lequel l'auteur l'a écrit, parce que forcément, ici, comme je vous dis, il y a un événement qui n'est pas
vraiment expliqué. Je viens de retrouver le nom qui est en lien avec Isaac. Ici, c'est pas expliqué du tout, hein. Ici, dans Un océan de rouille, vous savez vraiment quelle va être l'importance de cet événement, quelles vont en être les conséquences, etc. Même si ici, vous vivez une partie des conséquences. Bref, beaucoup d'actions. La différence principale aussi avec Un océan de rouille, c'est qu'ici, vous avez encore des êtres humains. Dans l'océan de rouille, vous en avez plus du tout. Et puis voilà. Même si je pense que ici, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai moins été touchée par la relation entre Hopi et son humain, alors que dans Un océan de rouille, le robot fragile m'a beaucoup touchée. Je pense que la différence principale, elle est là. La fin, et je me demandais vraiment comment l'auteur allait finir ce tome, et j'ai trouvé la fin très touchante, très belle, et voilà, vraiment, franchement, en SF, je vous recommande vraiment cette duologie, on va dire, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les deux à la suite, et meilleure décision ever, je sais pas, mais clairement, je pense que de mon côté, en tout cas, lire les sagas, les tomes compagnons, etc., dans un délai rapproché, voir les enchaîner, c'est vraiment le meilleur pour ma part. Donc, c'était... les deux ont été une très bonne lecture, et franchement, je rejoins l'avis général. Je vous les recommande avec fermeté, non, avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu un tome 1 qui est L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. Moi, j'ai la version hardback publiée chez Hachette. Ici, on est dans un univers de fantasy dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie de la Pointe. Sophie de la Pointe, elle est horlogère, comme son père. Elle a récupéré l'horlogerie à la suite du décès de son père. Et la particularité de cet univers, c'est qu'il existe des oranimas. Ce sont des horloges qui sont pourvues d'âme, qui peuvent parler, qui peuvent communiquer. Et Sophie, elle a la capacité de parler à ces oranimas. Suite à un concours de circonstances, elle va... Est-ce que c'est dit derrière? Non, je ne vais pas vous le dire. Elle va accepter de réparer un engrange-temps qui est un oranimas un peu mythique, et forcément, le fait qu'elle accepte de réparer cet objet va avoir un certain nombre de conséquences. Je ne veux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas écrit dans la 4e. Et moi, dans tous les avis que j'ai entendus principalement, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Donc, je préfère pas vous donner la suite. Lecture agréable, plume très agréable. Je trouve que la plume de Neil Pfeiffer est vraiment très chouette à lire. C'était fluide, l'histoire elle est intéressante. On est sur un univers qui est plutôt original, avec ses oranimas, cette capacité notamment principalement Sophie d'ailleurs, de parler avec ses horloges, de récupérer des informations, etc. Mais finalement, je trouve que cette thématique est finalement peu creusée. On a une thématique qui est la thématique principale à l'intérieur de cette histoire. Elle n'est pas particulièrement creusée. Il va se passer quelque chose pour Sophie. Sophie va arriver quelque part et puis elle va vivre d'autres événements. Et la thématique de base, finalement, elle est presque un prétexte à ce que Sophie vive autre chose. Mais malgré tout, je trouve que sur quelque chose qui pourrait être un peu casse-gueule, l'autrice s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Voilà, sur la manière dont elle explique tout ça. Je reste volontairement assez floue. C'est pas forcément évident, mais c'est volontaire. Je trouve malheureusement que les personnages, à mon goût, manquent un peu d'épaisseur. Je trouve qu'ils sont parfois un peu plats, voire clichés. Il y a une petite romance qui va apparaître, que j'ai trouvée mignonnette, mais bon, un peu cucu. Voilà, bon, j'allais dire, j'ai passé l'âge, il lui frôle la main, elle a le cœur qui bat, etc. Enfin bon, bref, des choses, c'est mignon quand on a 14 ans. Quand on a bientôt 48, on met ça dans la case de ses cucus. Voilà, donc bon, la romance, elle n'est pas trop pour moi. Mais heureusement, bon, elle n'est pas trop présente. Elle est vraiment dans des choses comme ça où on voit qu'il y a une relation qui s'instaure, et nous, avec nos regards d'adultes, on comprend tout de suite qu'en fait, elle est amoureuse. Mais voilà, cette relation, cette histoire d'amour, elle reste quand même très jeunesse. Globalement, ça a été une lecture qui était chouette, qui était distrayante, c'était sympa, mais je suis très très loin de la hype générale. Je pense clairement que c'est un titre qui ne me marquera pas. Je lirai la suite, d'ailleurs je l'ai mis dans ma palle du Magicarium pour le lire entre juin et juillet, le tome 2, donc c'est une duologie, j'aurais terminé la série. C'est une série que je ne garderai pas, je suis quasi certaine, à moins vraiment que le tome 2 soit un immense coup de cœur, mais c'est quand même peu probable. J'aime bien la fin qu'a proposée l'autrice, je m'attendais pas à ça, et ça par contre j'ai trouvé ça très bien, très courageux. Voilà, je sais pas si le tome 2 sera la suite directe ou pas, mais je trouve que la fin est intéressante et courageuse, vraiment j'ai trouvé ça bien. Plume agréable, histoire sympa, mais je pense que globalement c'est un titre qui finalement est trop jeunesse pour moi. Il y a des facilités, il y a quelques longueurs, je trouve que les personnages sont un peu plats, pas forcément creusés.
que ça soit dans l'histoire ou dans les personnages. En nouveau, je pense que si je l'avais lu quand j'avais 15-16 ans, j'aurais trouvé ça formidable. Du haut de mon grand âge, c'est plus forcément ce que je cherche dans mes lectures. Et encore une fois, je me suis laissée avoir par la hype générale d'un titre qui n'était finalement pas vraiment pour moi. Voilà, donc je lirai le tome 2 parce que je l'ai et puis je suis quand même curieuse de voir ce que va nous proposer l'autrice par la suite. Mais voilà, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Je pense que si vous avez des ados dans votre entourage, à mon avis, ça va tout à fait, ça peut et ça va leur plaire. Mais moi, bon, voilà, je suis un peu restée sur ma faim. On va dire à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je me disais, ah ouais, mais bon, si ça avait été en adulte, enfin bref. En gros, je le mets dans la case des lectures sympas, mais pas inoubliables. Ensuite, j'ai lu un service presse, hop là, qui s'appelle... non, qui s'appelle pas... Je ne peux pas vous montrer la couve, ma liseuse. Est-ce que vous allez voir la couve? Voilà, c'est Le Geôlier que vous avez ici, là. C'est de Florian Kittard et c'est édité aux éditions Rouge Profond. Donc c'est l'auteur qui m'a contacté. J'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça assez intriguant. Dans le résumé, en gros, on nous dit qu'on va suivre un homme qui est gardien de prison. Voilà, c'est l'idée de démarrage et qu'il va se passer des choses un peu fantastiques dans cette histoire. Et effectivement, je confirme, il va se passer des choses assez fantastiques dans cette histoire. Donc déjà, la plume de l'auteur, elle est un peu particulière. Je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Cette plume, elle est au service d'une histoire. Donc la plume, elle est un peu onirique. On est vraiment dans une plume, j'allais dire aérienne, une plume... Vraiment une plume fantastique, une plume qui est parfaite pour écrire ce genre d'histoire. C'est un peu étrange de vous dire ça, mais j'ai vraiment du mal à la qualifier. En dehors du fait de vous dire qu'elle est particulière, qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Je sais, je me répète, mais cette plume, elle est au service d'une histoire qui mélange finalement plusieurs genres. On va partir effectivement de cet homme qui est gardien de prison. Et dans cette prison, il va se passer des choses très étranges. Ce gardien de prison qui jusqu'à présent se contentait de faire son travail, se posait aucune question, eh bien il va y avoir un drame qui va arriver dès le début et il va se retrouver mêlé à une histoire finalement qui est un peu spéciale. Je pense que ceux qui s'attachent au réalisme des histoires vont peut-être très vite déconnecter parce que là on est sur un auteur, il faut accepter, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu, on est sur un texte d'ambiance presque, de se laisser porter par cette plume qui va nous emmener dans un titre à la fois fantastique, horrifique, science-fiction. On ne sait pas trop exactement où on est, où on va. Et l'auteur, il nous emmène, on ne sait pas bien exactement où on est exactement, à quelle période. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que cette prison, finalement, elle existe? Est-ce que c'est une prison mentale? Est-ce que c'est une prison physique? On ne sait pas trop vraiment où on va aller avec ce geôlier. Cette ambiance, elle est vraiment nébuleuse pendant tout le long du texte. Et étonnamment, c'est parfois quelque chose que moi, je n'aime pas. J'aime bien les choses assez carrées, finalement. Et là, la plume, elle a vraiment réussi à m'accrocher. Je me posais vraiment énormément de questions. Et à chaque fois qu'on avançait, je me disais, non, c'est pas possible. Et encore, et encore, et encore. Et on continue d'avancer comme ça dans cette histoire. L'auteur, il a vraiment réussi vraiment à m'accrocher et à me faire poser énormément de questions tout du long. Vraiment, je dis, laissez tomber les gens qui cherchent des histoires réalistes, on va dire. C'est pas ce que vous aurez ici. On a un personnage principal qui est pas attachant, en plus, qui a un côté froid. Je me suis même demandé au début de l'histoire s'il n'était pas un peu autiste ou des choses comme ça. Parce que finalement, il se pose pas vraiment de questions. Alors que moi, dès le début, je me suis posé des dizaines de questions en me disant, mais non, là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, machin. Mais comment? Mais pourquoi? Bref, énormément de questions. Il y a beaucoup de choses qui sont... effectivement peu crédible, on va dire, où on va, mais qu'est-ce que nous raconte l'auteur finalement? Pendant longtemps, je me suis demandé aussi quel était l'objectif de l'histoire, et puis finalement, j'ai accepté, voilà, de me laisser porter dans cette histoire, dans cette plume. Sur la fin, il y a 2-3 événements qui m'ont un peu fait penser à l'île du docteur Moreau. Je ne sais pas si c'était voulu de la part de l'auteur, mais moi, j'ai vraiment eu une résonance par rapport à ça. Je trouve que... plus on avance et plus on plonge dans des choses un peu trash, un peu gore, un peu difficiles à lire, il y a quelques trigger warnings, faites attention à vous. Voilà, globalement, alors mon avis est un peu flou, mais finalement il est à l'image de cette lecture qui était atypique,
qui n'est pas vraiment un titre que je m'attends à lire tous les jours, comme je ne lirai pas tous les jours des titres comme ça, mais j'ai été emportée par cette plume, c'était une très bonne lecture, et je serais curieuse vraiment moi de lire l'auteur dans autre chose, savoir si vraiment cette plume était uniquement au service de cette histoire complètement atypique, complètement fantastique, avec ce gardien de prison qui va vivre des choses assez incroyables, ou si vraiment l'auteur il écrit toujours comme ça, tout simplement. Bref, c'était une très bonne lecture et vraiment je remercie l'auteur de m'avoir envoyé ce titre. J'ai passé un excellent moment et je peux que vous le recommander si vous cherchez justement des titres un peu différents de ce qu'on peut lire, par ailleurs. Et voilà, c'était une très bonne lecture et merci à l'auteur de me l'avoir envoyé et franchement je le relirai avec grand plaisir parce que ce titre m'a remué, m'a secoué, enfin voilà, m'a fait sortir de ma zone de confort, très clairement. Ensuite, on va terminer par ma dernière briquette du mois que j'ai lue. C'est un service presse que m'a envoyé les éditions Actu SF. C'est La Rose et le Serpent de Julie L. C'est un premier roman de fantasy, classique, pourrait-on dire. Et ça a été une lecture vraiment très très sympa. On va suivre deux personnages. On va suivre Soren. Soren, il est duelliste et il loue ses services au sein d'une république qui s'appelle la République d'Ankora. À un moment, il va pas avoir de bol, il va se retrouver recruté par le haut magistrat qui est en gros le dirigeant de ce royaume. Donc on va avoir d'un côté Soren et de l'autre côté Alana. Alana, c'est une jeune femme qui, elle, vit au royaume de Falésie. Donc les deux royaumes ont été en guerre pendant des années. Il y a une espèce de paix qui s'est installée, mais bon, il n'y aurait pas grand-chose pour que ça pète à nouveau. Donc Alana, elle fait partie de la brigade impériale qui est dirigée par son père. Alana, c'est une jeune fille qui cache beaucoup de choses, qui a beaucoup de souffrances et qui essaie surtout de se trouver une place et une identité, notamment par rapport à son père au sein de cette brigade impériale. On va suivre ces deux personnages en parallèle au sein de ces deux royaumes. Comme je vous disais, deux royaumes qui ont été en guerre, deux royaumes qui sont très différents, un royaume où il y a finalement beaucoup de liberté, un royaume où il y a une religion qui est chassée par une espèce d'inquisition dont fait partie la brigade impériale. Bref, on est dans un univers de fantasy finalement assez classique avec deux royaumes qui vont s'affronter et vous vous doutez bien, deux personnages qui vont finir par se rencontrer. Voilà, donc on est dans un univers de fantasy avec une carte que j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'elle est faite à la main. Je trouve ça assez sympa. La plume est vraiment très agréable, c'est fluide à lire, c'est un one-shot, vous avez toute l'histoire là, donc ça fait, je vais vous donner le nombre de pages quand même parce que on est sur 660 pages, mais alors 660 pages, voilà, hein, vous n'êtes pas volé, hein, j'ai mis un petit moment à lire cette histoire, quand bien même j'y ai pris beaucoup de plaisir, vraiment ça a été une très très bonne lecture. Donc c'est un one-shot de fantasy, ça c'est assez rare pour le notifier. Il va y avoir, c'est une fantaisie dans laquelle, c'est pas une romantaisie, hein, c'est une fantaisie. Il n'y a pas de romance, il y a une relation qui va se créer entre nos deux héros, mais on n'est pas du tout sur de la romance. C'est une histoire qui est bien structurée. J'ai apprécié parce que les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Il y a beaucoup de nuances, notamment même au sein de ces deux royaumes différents. Comme ça, spontanément, on pourrait avoir tendance à en préférer l'un à l'autre, mais chaque royaume finalement a des raisons d'être devenu ce qu'il est. Donc c'était assez intéressant et à nouveau j'ai beaucoup aimé la fin proposée par l'autrice, une fin que je trouve aussi courageuse, une fin qui n'est pas forcément celle auquel je m'attendais, donc ne serait-ce que pour ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on a un univers qui est bien développé, qui est bien exploité. Sur 600 pages, l'autrice elle prend vraiment le temps de vraiment expliquer et poser les choses. Petit bémol à mon sens, c'est peut-être un petit peu dense parce que 670 pages sur un one-shot, ça fait quand même beaucoup de fantaisie, un univers à présenter, des enjeux à... des enjeux à développer, à nous expliquer, etc. Je trouve qu'il y a à une ou deux reprises quelques petites longueurs quand même, mais bon, sur un roman aussi gros, j'ai tendance à dire que bon, c'est assez classique finalement hein, d'avoir un petit peu de longueur. Je trouve pour moi le plus gros souci, entre guillemets, ce qui m'a le plus gêné, c'est finalement que le vrai enjeu de l'histoire, il arrive assez tard. On a sur quasiment, peut-être pas la moitié, mais le premier tiers, on est vraiment sur nos deux personnages qu'on va découvrir, donc Soren et Alana. On a les deux personnages comme ça qu'on va découvrir chacun dans un royaume.
ça permet à l'autrice forcément de nous présenter les deux royaumes, comment ils vivent, comment ils sont structurés, etc. Mais finalement, le vrai enjeu de l'histoire, il arrive un peu tard par rapport à ça. Et c'est vrai qu'au début, tout au début, je me disais, bon, c'est sympa de suivre Soren, c'est sympa de suivre Alanna, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est intéressant, mais à un moment, je me disais, mais tu nous emmènes où, en fait, voilà. C'est vraiment le seul bémol, on pourrait dire. Je trouve que c'est un titre aussi qui pourrait être parfait, peut-être pour commencer la fantasy. Alors certes, il est un petit peu gros, hein, ça prendra un peu de temps, mais il n'est pas trop complexe. Il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop d'événements. Alors pour le coup, oui, c'est de la fantasy, ce que moi j'appelle la fantasy de complot. Il n'y a pas de bataille épique, il n'y a pas de choses comme ça. Moi, c'est vrai que la fantaisie avec des complots, c'est finalement ce que j'aime le plus. On va être vraiment entre les deux royaumes, etc. Avec cette religion qui est chassée dans un des deux royaumes et acceptée dans l'autre. Donc, voilà, des choses un peu compliquées. Il y a des mystères aussi. Enfin, voilà. Vraiment, vous l'avez compris, ça a été une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. C'est un one-shot de fantaisie que je peux vous recommander pour, alors, peut-être pas les grands novices, mais ceux qui n'en lisent pas beaucoup, je pense que ça peut le faire. Le rythme est assez lent, entre guillemets, pour vous permettre de vraiment bien comprendre et intégrer les personnages, les enjeux, etc. etc. Bref, c'était une très chouette lecture. C'est le premier roman de l'autrice, et enfin, il me semble, je crois. Ouais, c'est ça, La Rose et le Serpent est son premier roman publié. Donc clairement, je serai présente si elle en fait d'autres, parce que c'était très bien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. En plus, c'est un one-shot, ne serait-ce que pour ça. Ça vaut le coup d'aller le découvrir. Voilà. C'était le dernier livre que j'ai lu au mois de mai. Vous avez vu qu'entre La Guilde et La Rose et le Serpent, on était quand même sur de la briquette. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de lecture. Pour une lecture de 25 minutes, je pense que c'est déjà de toute façon très suffisant. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me mettre, une rose dans les commentaires, ou un serpent d'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans les emojis, mais peut-être une rose ou un serpent pour rendre hommage au dernier titre que j'ai lu dans le mois de mai. Voilà, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.